Grégoire Bouillet, le dossier M, livre 2, partie 24. Prêt, Fido? Retrouve. C'est un exemple. Retrouve. Vois-tu la baballe? Sens-tu l'odeur de M? Attends. Arrête avec les nacres. C'est terminé les nacres. Ras-le-bol des nacres. Il faut y faire. Il faut avancer dans l'existence. Tu ne vas pas toute ta vie chercher des coquilles vides. Tu en as déjà rapporté des centaines et, si tu veux le savoir, je ne sais pas quoi faire à présent de ce sac plein à ras-bord de nacres ramené à Paris avec un soin extrême pour n'en briser aucune pendant le trajet. Ce sac de nacres, il m'encombre à présent. Il me fait chier. Il est devenu un témoin gênant. Il va pourrir dans un coin, comme si j'avais besoin que davantage de choses pourrissent chez moi. Surtout que le temps de rentrer à Paris, l'or s'était mystérieusement transformé en plomb. À Paris, ces nacres n'avaient plus aucun éclat. Elles avaient perdu tout prestige. Elles étaient beaucoup moins belles que lorsque tu les découvrais dans le sable, et, en tout cas, on ne voyait pas à Paris le mal que tu t'étais donné à les trouver à Erquy. Elles n'avaient rien conservé de la joie qu'elles t'avaient procurée sur le moment. À Paris, elles n'étaient que de vulgaires et misérables coquilles vides, rappelant vaguement la forme d'oreilles, désormais sourdes comme un pot, ou de chips qui auraient salement fossilisé dans une soucoupe, sans plus aucun rapport avec M, plus la moindre ferveur, nulle aura. Sûrement ne suis-je pas le premier à m'apercevoir que ce que l'on trouve n'est que très momentanément ce que l'on cherchait, ou, pour être plus précis, que la chose trouvée n'a rien à voir avec la quête, qu'elle la détruit, sans nullement l'épuiser, et, à la fin, on se retrouve avec un embarras de plus sur les bras, un embarras en forme d'un sac plein à ras-bord de nacre, fermez la parenthèse, même si je ne l'ai pas ouverte. Dans ces conditions, pas d'hésitation. Go, Médor. Laisse tomber les nacres et, comme un clou chasse l'autre et qu'un clou ne sera jamais autre chose qu'un clou, trouve maintenant... Attends que je réfléchisse. Attends que je pense à M. Attends que je me souvienne de ce que j'ai perdu. Attends. Je vais te donner pour mission... Attends. Cela me rappelle la série Mission Impossible que je regardais à la télévision lorsque j'étais gosse. C'est exactement ça. M comme mission impossible. Par exemple, bonjour Mr. Phelps. Il y a 23 ans, le lundi 23 mai 1982, après des années de silence, le trompettiste de jazz Miles Davis donnait un concert au Théâtre du Châtelet à Paris. Ce soir-là, il se produisit quelque chose de la plus haute importance. Votre mission, si vous l'acceptez, est de mettre la main sur un enregistrement de ce concert et de nous le rapporter dans les plus brefs délais. Comme toujours, si vous ou votre chien stupide êtes fait prisonnier ou tué, M comme Miles Davis niera avoir eu connaissance de vos agissements. Cet enregistrement s'autodétruira dans les 5 secondes. Bonne chance, Jim. Yes, sir. Sacrée mission, sir. Splendide défi. Sublime babale. Go, Médor. Allons retrouver ce qui se passa le lundi 3 mai 1982 au Théâtre du Châtelet. Allons sauver le monde. Ouaf. Cela fait des semaines et des mois que Don n'a donné aucune nouvelle. Lorsque le 18 mars 1969, incroyable, la nouvelle tombe, extraordinaire.
renversante, décisive. Bernard Moitessier abandonne la course. Rien n'affiche de la course. Alors qu'il vient de passer les 3 caps et que son bateau Joshua s'apprête à remonter l'Atlantique Nord pour une ultime ligne droite. Rien n'affiche de la dernière ligne droite. Alors qu'il est le plus rapide en mer et qu'il allait rattraper Knox Johnson. Rien n'affiche d'être le premier. Alors qu'au train où il va, il aurait pulvérisé Chichester. Rien n'affiche de pulvériser quoi que ce soit. Rien n'affiche d'être anobli par la reine. Alors que son arrivée était prévue à Plymouth d'ici quelques semaines et qu'il aurait franchi la ligne d'arrivée autour du 24 avril. Rien n'affiche de la ligne d'arrivée. Quelle ligne? Quelle arrivée? Quel 24 avril? Tout ceci est grotesque. Moitessier, l'homme qui plante la course. Vlan, l'homme qui plante le monde qui va avec la course. Rien n'affiche. Il croise une vedette sur sa route. Il l'approche d'assez près pour, à l'aide d'un lance-pierre, catapulter un cylindre contenant un message prévenant sa femme qu'il continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme. Pareil langage paraît ridicule aujourd'hui. Pareille motivation, peu. Moitessier dit aussi « Les règles qui comptaient au départ n'avaient maintenant plus d'importance. Les règles en moi avaient changé. Rentrer maintenant aurait été comme n'être jamais parti. Tout nous vient chemin faisant. Ainsi savons-nous que nous avons fait du chemin, quel que soit le chemin emprunté. Mais longue est la route. Moitessier n'en a pas fini avec elle. Il repasse le cap de Bonne-Espérance et file plein est pour un autre tour du monde dans la foulée du premier. Moitessier, l'homme qui veut faire 2 fois le tour du monde parce qu'une fois ne suffit jamais. L'homme navigateur solitaire par excellence. L'homme qui ne s'arrête pas en si bon chemin et qui termine son message signant sa sortie de course par ces mots. Je sais bien que la vie est un combat, mais dans l'Europe moderne, ce combat est stupide. Veux-tu que je répète? Moitessier. Ce ne sont plus ses affaires, mais ils ne sont plus que 3 maintenant en course. Knox Johnson, Tetley et Donne. Donne, le 3e homme. L'homme qui, dans son malheur, a une chance du tonnerre, une veine pas croyable. The lucky guy at all. Parti le dernier, parti de rien, le voici sur la 3e marche du podium. Voici qu'il pourrait peut-être faire mieux. Mais est-il encore en course? Est-il seulement vivant? Claire veut y croire. Les enfants y croient. L'un d'eux fait des cauchemars. Il faut bien vivre, ou faire semblant, conjurer l'absence, l'incertitude, l'inquiétude. Cette autre solitude, moins flamboyante mais non moins irrémédiable, qui appartient aux veuves de mer, comme la presse, jamais à court d'élégance, se plaît à appeler les épouses des navigateurs encore en course. Du temps passe encore. On ne sait toujours pas où est Donne, s'il est vivant. Ou quoi? Retrouvez le concert que donna Miles Davis le lundi 3 mai 1982. Retrouvez effectivement quelque chose qui semblait perdu à tout jamais, et ce ne serait pas rien, ce serait un début. Ma cote remonterait d'un coup. M ne me dérangerait peut-être plus entre les orteils. Et si je n'y parvenais pas? Si mon chien stupide échouait? Si, à nous deux, nous ne réussissions pas à combler le manque? Je ne voulais même pas y songer. Ce n'était pas une option.
En tout cas, voici qui promettait de me prendre un temps fou, et tel était le but de la manœuvre, l'objet de la quête. On allait voir ce qu'on allait voir. On allait voir si, M perdue, j'étais capable de la retrouver sous une autre forme, et en l'occurrence, sous la forme d'une musique live, et pas n'importe laquelle. Parce que ce concert de Miles Davis au théâtre du Châtelet le lundi 3 mai 1982, ce fut quelque chose. 23 ans plus tard, je me rappelais encore ce qui s'était passé ce soir-là au théâtre du Châtelet. Je le sais, j'y étais. Et voici que j'y étais de nouveau, 23 ans plus tard, par la grâce d'un petit bout de papier me faisant inopinément remonter le temps et voyager dans l'espace. Je t'explique. J'étais rentré de Bretagne et je tournais en rond chez moi. Je grinçais des dents. Je donnais de grands coups de pied dans tout ce qui se trouvait sur mon passage, et c'était parfois dans le chat. Oh, pardon, Minou. Désolé, Minou. Mille excuses. Tu veux des croquettes? Il m'arrivait aussi de dormir roulé en boule au beau milieu de l'appartement. Et par-dessus tout, je ne cessais de me gratter entre les orteils, comme si quelque chose me démangeait furieusement à cet endroit, alors que, vérification faite, il ne s'agissait pas d'une mycose et... Bref, je me sentais dans un état de désœuvrement catastrophique et dans un état de confusion mentale non moins pitoyable, encore imprégné de plus rien et de ses sortilèges et chiottes. Pour diluer quelque peu le poison de vivre qui m'infectait désormais, pour brasser l'air s'il était fétide, j'avais décidé de faire un peu de ménage chez moi, de faire le ménage exactement comme je m'y étais employé juste avant de rencontrer M, mais dans une euphorie inversement proportionnelle à celle qui avait été la mienne à ce moment-là. Il ne s'agissait plus de faire place nette pour accueillir l'inconnu, mais de me débarrasser, si cela était possible, de l'affreux sentiment de défaite qui m'habitait désormais et qui, dans mes recoins les plus obscurs, même entre les orteils, s'incrustait déjà et menaçait de conglutiner et de m'irriter la peau et l'âme pour les 10 prochaines années. Je ne faisais pas le ménage, j'effaçais des traces. Je remettais mes compteurs à zéro. Je commençais à remonter le temps. Lorsque j'étais tombé, parmi un tas de paperasses que je m'apprêtais à jeter dans un carton qui finirait à la cave, je ne jette rien, et encore moins depuis M, sur le ticket d'une place de concert, celui de Miles Davis, en date du lundi 3 mai 1982 au Théâtre musical du Châtelet, dans le cadre du Festival de jazz de Paris à 20h30, place Q13 à l'orchestre. 125 francs tout de même. Pour une raison qui m'échappe, je le possédais encore 23 ans plus tard. La preuve. Aussi surprenant que cela paraisse, ce dérisoire vestige d'une place de concert datant d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître avait survécu à 1 million de pérégrinations, et j'y vis aussitôt un signe. Ce n'était pas un hasard s'il me tombait maintenant sous les yeux, pas au moment où j'étais au plus mal, pas après tant d'années où ce qu'il restait de mon ticket, avec M, était demeuré dans l'ombre, comme attendant son heure. Il n'en fallut pas plus. Ce fut immédiat. Ce ne fut pas plus compliqué. Go, Médor. Here, Fido. Cherche Dago. Rapporte à papa. Trouve un enregistrement de ce concert que Miles Davis donna au Théâtre du Châtelet le lundi 3 mai 1982. Bonne idée. Sublime défi. Merveilleuse occupation de mon temps mort. À vos ordres, capitaine. Pas de problème, sœur. Trop heureux, sœur. J'allais mettre la main sur cet enregistrement, où qu'il se trouvât, aussi enfoui dans le sable fut-il. Dussé-je y passer tout mon temps libre. Yes, sir. J'étais l'homme de la situation. Je me portais volontaire. Thank you, sir. Waf, waf.
J'exagère un peu, mais à peine. J'ai l'air de plaisanter, mais j'étais très sérieux à ce moment-là. Aussi sérieux qu'une femme se mettant à courir les magasins à la recherche de l'adorable petit tailleur qu'elle a en tête, ou de la paire d'escarpins qui, unique et parfaite, lui sauvera momentanément la vie. Rien ne peut la détourner de cet objectif. Ce petit tailleur ou cette paire d'escarpins occupe follement ses pensées. Elle y pense tout le temps, même quand elle n'y pense pas, même quand elle pense à autre chose, et je comprends cette obsession aujourd'hui. Je sais ce qu'elle signifie. Rien de futile ici. Et je ne parle pas de ceux qui, scientifiques patentés, œuvrent dans des laboratoires à la recherche, par exemple, de la théorie capable de réconcilier la relativité d'Einstein et la mécanique quantique pour qu'enfin les mondes de l'infiniment grand et de l'infiniment petit s'unissent par un lien aussi sacré que celui du mariage, et tous mes vœux les accompagnent. Sauf qu'il ne s'agissait pas dans mon cas de trouver un adorable petit tailleur, ni la théorie unifiant enfin la force gravitationnelle avec toutes les autres forces de la physique. Médor aurait été bien embêté si cela avait été le cas. Fido en aurait eu pour beaucoup plus de 10 ans à ramener la babale. Merci mon Dieu. Toujours la situation pourrait être pire qu'elle n'est. Dans mon cas, il s'agissait de trouver un enregistrement du concert que Miles Davis donna le lundi 3 mai 1982 au théâtre du Châtelet. Quoi qu'on en pense, et quoi que moi-même pouvais en penser, c'était un ordre. Entre tailleur adorable et théorie ultime, c'était un compromis acceptable, et je me revois tenir le ticket de ma place de concert, la faire sentir à Médor, et, en une fraction de seconde, ce fut décidé, emballé, pesé. À corps perdu, je me lançai dans l'entreprise. Impossible de faire autrement. Il en allait de ma vie sans M. Il fallait que j'entende de nouveau ce qui s'était passé d'étrange et d'incroyable lors de ce concert. Je devais avoir la preuve que je n'avais pas rêvé ce soir-là, ni laissé à ma mémoire le gardiennage exclusif d'un événement dont elle seule, 23 ans plus tard, semblait pouvoir encore témoigner. Mais pour combien de temps encore? Et si elle falsifiait ce qui avait eu lieu? Si, lâchant la proie pour l'ombre, je me mettais à prendre mes souvenirs pour la réalité? Je voulais une preuve matérielle que je n'avais pas rêvée. Je voulais posséder un enregistrement de ce concert, de toute urgence, coûte que coûte. Les choses ont la valeur que nous leur accordons. Le défi étant que ce concert ne fit jamais l'objet d'un disque. À aucun moment il ne fut commercialisé, sous une forme ou sous une autre, micro-sillon ou cassette magnétique. Les premiers CD datent de la fin de 1982. Il ne figure dans aucune discographie de Miles Davis, qu'elle soit officielle ou officieuse, et, pour tout dire, même Internet, qui n'existait pas non plus en 1982, ignore superbement ce qui se passa ce soir-là au théâtre du Châtelet, le lundi 3 mai de l'année 1982. On peut lancer une requête si on ne me croit pas. On peut passer des heures sur YouTube si on a du temps à perdre. Il faut dire que, en 1982, le monde était encore analogique, et la possibilité de capturer à la volée tout et n'importe quoi à l'aide d'un smartphone ou de tout autre appareil numérique n'existait même pas en rêve. C'est seulement depuis le XXIe siècle qu'on ne peut plus en perdre une miette. Désormais, oublier demande plus d'efforts que de se souvenir, et non seulement plus d'efforts, mais une vraie volonté. Une volonté de faire, tellement plus rien ne risque de tomber dans l'oubli, à force d'être immédiatement enregistré et compilé et archivé et diffusé, et l'avenir dira si, en passant du devoir de mémoire au droit à l'oubli, l'humanité a gagné au change. En attendant, ce ne serait pas drôle si le monde avait été numérique en 1982. Ce ne serait plus un défi. J'aurais trouvé des extraits du concert, voire son intégralité, en moins de 2. À l'instar de M,
Tout pouvait encore disparaître en ce temps-là, et cette menace rendait précieux tout ce qui avait lieu, et la mémoire qu'on pouvait conserver. Je précise d'ailleurs que la date du concert était inscrite sur le billet, ce pourquoi je la connais. Je n'ai aucun doute sur la date que, pour ma part, j'avais évidemment oubliée, faute de quoi j'aurais laissé tomber. Sans cet indice, je ne me serais jamais donné une mission qui avait déjà bien peu de chances de réussir. Pas si fou. Mon objectif n'était pas d'échouer encore une fois. Il s'agissait de me lancer des défis que je pouvais relever, au terme d'une longue lutte, au prix de véritables efforts, d'un temps fou. Il fallait que la mission soit assez difficile pour me faire croire qu'elle tenait de l'impossible, mais pas trop cependant, afin que je ne sois pas drawing dead dès le départ. Exactement comme j'avais eu très peu de chances que les choses tournent en ma faveur avec M. Mais cette fois, l'issue serait différente. Elle devait l'être. La suite de mon existence en dépendait, et à ce moment-là, je le croyais sincèrement. Que j'échoue et j'échouerai toujours. Cela ne vaudrait plus la peine de continuer. Je serais l'homme échec. À mes yeux, je n'aurais plus aucune estime de moi. Je ne remonterai jamais ma pente. Je pourrais bien crever. En sorte, c'était, en pensée, me retrouver au moment où tout avait semblé encore possible avec M, même si cela semblait impossible. C'était réécrire l'histoire à mon niveau individuel des choses échouées sur la plage, et M comme enregistrement pirate, comme bootleg. Et Don, que devient-il? Est-il encore vivant? Est-il toujours en course? Nul ne le sait. Le temps passe. Ce ne fut pas n'importe quel concert que celui que donna Miles Davis le lundi 3 mai 1982 au Théâtre du Châtelet. Parce que c'était la première fois que le trompettiste se produisait de nouveau en France après avoir disparu plus de 6 années de la circulation. Et, dans son cas, ce furent 6 ans. Ce ne furent pas 10 années, et je suis bien content pour lui. Entre 1975 et 1981, Miles Davis ne fit musicalement plus parler de lui. Il paraît qu'il vécut enfermé chez lui, dans le noir, entre problèmes de santé, filles et drogue à demeure, pas nécessairement dans cet ordre. Ce lundi 3 mai 1982, il y avait foule pour le voir jouer après une si longue absence. Le théâtre du Châtelet était plein à craquer. C'était l'événement musical de l'année. C'était la première fois que Miles ressortait sa trompette, à la tête d'un nouveau groupe dont, à Paris, on ignorait quasiment tout. Dégoter une place avait d'ailleurs été tout un cirque, et c'est finalement le neveu de Lady Di, avec qui j'avais sympathisé une nuit dans un cabaret russe, qui m'obtint une place. Je rigole. Mais reconnais que tu as tiqué. Malgré toi, tu as éprouvé une espèce de frisson dès que j'ai dit que je connaissais le neveu de Feu la princesse de Galles. Oui, tu as éprouvé un perceptible regain d'intérêt et ne dis pas le contraire. Ne le prends pas mal. Je ne me moque pas de toi, je désespère seulement. Au vrai, je dus faire la queue pendant 3 heures pour acheter ma place de concert. Tout le monde était si curieux de voir et d'entendre ce que Miles Davis allait cette fois inventer. Et quoi, c'était Miles Davis? Celui qui avait enregistré des albums tels que Ascenseur pour l'échafaud, Sketches of Spain, In a Silent Way, Kind of Blue, disque de jazz le plus vendu au monde, Bitches Brew, A Tribute to Jack Johnson. Il était le trompettiste qui avait ouvert toutes grandes les vannes du jazz. Celui qui, après avoir joué bebop et hard bop, avait inventé le cool jazz.
puis le jazz modal, excusez du peu. Il était surtout celui qui, le premier, fusionna le jazz et l'électricité, le jazz et le funk, le jazz et Stockhausen, le jazz et son double, le jazz et son ombre. Comment dire? Entre 1969 et 1975, sa musique donna à entendre une musique qui était la musique même, qui était sa texture même, son euphorie même, son expansion en liberté, sa fusion dans l'espace. Elle donnait à entendre le temps lui-même. Ce sentiment-là, à l'écoute de la musique de Miles Davis, période 1969-1975. Cette ivresse chavirée, échevelée, tourmentée, saturée d'événements, de fusées éclairantes, de rebondissements dans tous les sens, de lyrisme ensauvagé, musique sans commencement ni surtout de fin, musique infiniment circulaire, béante, tragique aussi, tout en rupture, toute douce par moments et tout orage par moments. Plage de sable fin où venir mourir d'amour et de chagrin, et, l'instant d'après, cavalcade dans les abysses, ruée furieuse vers l'or, rage absolue. Je ne sais pas. Je ne me suis jamais remis de la musique de Miles Davis, période électrique. C'est la musique qui flotte tout le temps dans l'air tandis que j'écris. Si j'écris. Qui dira que la musique produite à cette époque était excitante? Elle était vivante et vécue. Elle était une fête. C'est dit. De là que je ne voulais pas rater le concert parisien de Miles Davis. Je ne l'avais jamais vu en chair et en os, et ce lundi 3 mai 1982, ce ne fut pas n'importe quel concert qu'il donna au Théâtre du Châtelet, parce qu'il se produisit quelque chose lors de ce concert, quelque chose de pas banal, de pas prévu. Cela se passa au moment où le groupe était lancé comme une bombe sur Fat Time, et si la musique était selon moi moins captivante, moins en expansion qu'elle l'avait été du temps de On the Corner et de Big Fun, plus carré et finalement plus dans l'air du temps au lieu de l'inventer, le groupe se donnait néanmoins à fond. Il martelait la terre à grands coups de sabots électriques. Il la labourait avec joie. On aurait dit une horde de Mustangs et d'Appaloosa. On aurait dit une locomotive fonçant à toute vapeur dans la nuit. Une espèce de train d'enfer qui, venant de la Seine, boosté par l'immense mur d'enceinte, déferlait sur le public, renversant tout sur son passage, faisant vibrer toutes les basses de l'espace, tandis que la trompette de Miles Davis, intense, parcimonieuse, s'élançait parfois dans les aigus comme on monte au ciel, mais fugacement, comme un cri, plutôt pour défier Dieu que pour l'atteindre, avant de revenir sur terre tel un ange déchu, souffler d'autres chamades, passer par-dessus le son et passer par en dessous le son, et parfois sa trompette plongeait directement dans le son, pour en revenir hagarde, hirsute, comblée, et crac, bang, un grand bruit soudain, un craquement innommable dans les enceintes, une explosion affreuse, et puis plus rien. Plus de musique, plus aucun son, plus de lumière. La sono du Théâtre du Châtelet venait de sauter. Elle avait pété les plombs. C'était trop de musique pour elle, trop d'électricité. Il y eut dans la salle, soudain plongée dans le noir, un grand moment de flottement. Des gens se mirent à siffler et à taper du pied. Des briquets s'allumèrent dans tous les coins. Ce fut tout de suite un affreux chahut. Tout le monde craignait que le concert ne s'arrête et ne puisse reprendre. Lorsque Miles Davis s'approcha du bord de la scène et, après avoir fait signe à son percussionniste, Mino Chinellu,
de s'approcher pour qu'il lui donne le rythme en tapant simplement sur une conga. Il emboucha sa trompette et se mit à jouer, là, tout seul, a cappella, sans plus aucune section rythmique pour le propulser, sans le moindre support électrique, dans une nudité terrible, effrayante, avec une intensité si bouleversante et vulnérable que les 3000 personnes du théâtre du Châtelet se turent comme un seul homme. 3000 personnes ne firent plus aucun bruit soudain, plus un geste, ne bougèrent plus un cil, ne toussèrent plus ni ne se grattèrent la gorge ou le nez, retinrent absolument leur souffle, tendirent soudain l'oreille, la tendirent à l'extrême limite de leurs possibilités. L'instant d'avant, 3000 personnes s'en prenaient plein les oreilles et devenaient sourdes à la musique pour n'en recevoir que l'énergie amplifiée. L'instant d'avant, le son, énorme, immense, supersonique, déferlait sur eux et les submergeait, craché par les murs d'enceinte qui s'élevaient de part et d'autre de la scène. Et voici qu'il se produisait tout à coup l'inverse. Voici que c'était la foule qui montait sur la scène pour faire cercle en silence autour de Miles, s'asseoir en tailleur autour de lui, à l'affût du son le plus ténu, dans un silence plus que religieux, un silence à la puissance 3000, littéralement inouï, qui prenait cette fois le son sur son aile pour le transporter dans l'espace au lieu d'être déchiré par lui. Cela pendant de longues minutes, tissé de grâce et d'éternité et de tension suspendue, tandis que la trompette de Miles Davis s'élevait comme l'aube se lève, déchirante, altière, jouant le moins de notes possible pour les faire sonner au plus vif, et chacun put entendre chaque note passer au-dessus le silence de 3000 personnes retenant leur souffle, et puis passer par-dessous ce silence, et plonger parfois directement au cœur de ce silence, le traverser de part en part, pour en revenir nimbée, frissonnante, comblée, et moi aussi j'aimerais pouvoir passer par-dessus ma vie, et puis par-dessous et, parfois, de temps en temps, le plus souvent possible, plonger au cœur de ma vie, pour en revenir aussi merveilleusement ébloui. Quel concert que ce concert de Miles Davis du lundi 3 mai 1982. 23 années plus tard, je me le rappelais encore. 23 années plus tard, ce qui avait soufflé dans l'enceinte du théâtre du Châtelet flottait encore dans l'air. Il en restait forcément quelques notes dans l'univers. Même 30 ans plus tard, tout ne disparaît pas. En tous les cas, j'avais parfaitement en mémoire cette interruption de courant et ce que cette interruption de courant avait engendré sur le plan musical. Pas longtemps, juste le temps d'un morceau, juste le temps que le monde tende l'oreille avant que le courant ne revienne. Car l'électricité était revenue aussi subitement qu'elle avait disparu, et le groupe s'était aussitôt reformé autour de son leader pour attaquer tous ensemble le morceau que Miles Davis venait d'improviser a cappella, le remettant sur orbite avec une énergie décuplée, à fond la caisse, comme des morts de faim, comme s'il fallait effacer ce qui venait d'avoir lieu, et que cela n'avait pas la moindre importance, et, vite, que tout rentre dans l'ordre. Moi, cela faisait pourtant 23 années que j'avais encore dans l'oreille. Quoi ? Je ne le savais pas exactement. Mais cela avait à voir avec M. Retrouver l'enregistrement de ce concert. Entendre ça encore une fois, ce que l'interruption du courant engendre. Yes, sir. Sur l'enregistrement, on perçoit nettement le problème de la sono, la brusque chute de tension électrique. Les instruments atonnent soudain. On comprend que les plombs viennent de sauter, mais on n'entend pas le grand crack qui, dans la salle, déflagra alors. Dommage. Ce qu'on entend,
C'est le son qui se disloque comme une baudruche, la basse qui vibre soudain à vide, le flottement dans les rangs des musiciens et, dans le public, quelqu'un se met à siffler. Puis les gens applaudissent et huent. Mais chut, chut. Ils sont promptement rappelés à l'ordre par ceux qui ont vu Miles emboucher sa trompette, et on entend alors la trompette déchirer l'espace a cappella, accompagnée en sourdine par les percussions de Mino Chinelou, tous les deux improvisant sur le morceau intitulé Jean-Pierre. Et c'est à peu près tout. On n'entend pas le silence des 3000 personnes qui étaient présentes ce soir-là. On ne les entend pas tendre l'oreille, ni s'agenouiller en silence autour de Miles. On ne se rend pas compte de la tension de ce silence, ni, lui répondant, lui passant par-dessus et par en dessous et le traversant au cœur, de la tension que la trompette de Miles Davis diffusait. On ne se rend compte de rien, ou presque. Sur l'enregistrement, le silence des 3000 personnes présentes ce soir-là au théâtre du Châtelet n'est qu'un sourd bruit de fond, un vrombissement sonore, un souffle informe caractéristique des micros que l'on pousse au maximum parce que le son est devenu imperceptible et tant pis. Comme les nacres, cet enregistrement n'a pas conservé l'aura que je lui prêtais sur l'instant. Pas grave. Je possède l'enregistrement et c'est ce qui compte. Car je l'ai finalement trouvé. Yes, sir. Mission accomplie. Bravo, Dago. Here, Fido. Waf, waf. Il m'a fallu plus de 3 mois, mais j'y suis parvenu. En trouvant quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui lui-même connaissait quelqu'un qui avait entendu dire que quelqu'un et, au bout du compte, quelqu'un possédait effectivement cet enregistrement, capté par un technicien de Radio France à l'époque. Bien joué, fils. Good job. Bon chien. Lorsque je décompressais le fichier .rar que Laurent C m'envoya par mail, encore merci Laurent, ce fut un soulagement inouï. Comme si un poids m'était ôté de la poitrine. Comme si une minuscule souillure venait de disparaître du portrait de Dorian Gray. Et, aussitôt, je me sentis mieux. J'eus le sentiment de respirer plus facilement. Quand bien même cet enregistrement ne restitue que l'interruption de courant qui eut lieu ce soir-là et non son émotion, l'étau de M se desserra quelque peu. Je me grattai moins entre les orteils, j'allais dire les oreilles, ou chips, ou nacre. J'avais rempli ma mission avec succès, ce qui signifiait que je n'étais pas voué inéluctablement à l'échec, et c'était tout bon pour moi. C'est avec de petites victoires comme celle-ci que l'on reprend lentement confiance en soi. J'avais gagné 3 mois de vie. Combien de temps encore ? Plusieurs jours durant, j'écoutais en boucle au casque le concert en entier et m'enivrais chaque fois du moment où, à la toute fin du morceau intitulé Fat Time, on entend la sono se faire la malle, déserter la musique et crac. Les micros ne captent plus rien, sinon le désarroi des musiciens, puis les gens qui se mettent à siffler et à applaudir et à huer. Avant que la trompette de Miles Davis n'attaque a cappella le morceau intitulé Jean-Pierre. Et, pendant les 9 minutes et 51 secondes que dure cette féerie acoustique, je souris béatement, le casque sur les oreilles et le volume bien fort, transporté en pensée 23 ans en arrière. Avant que l'électricité revienne et que le groupe, de nouveau au jus, reprenne Jean-Pierre depuis le commencement, à fond les ballons cette fois, comme si de rien n'était, pour un bis repetita à la fois splendide et dérisoire. 9 minutes et 51 secondes, plus une dizaine de secondes à la fin de Fat Time. Autant dire 10 minutes. C'est bien ce que je pensais. M comme déflagration, comme blackout, comme crack.
parce que c'était trop d'amour pour elle. Dans la rue Tronchet comme au théâtre du Châtelet. Si tu ne me crois pas, tu peux aller vérifier de vive oreille sur www.ledossierm.fr/20. Que devient Don pendant ce temps? Nul ne le sait. On le croit perdu. Bonjour, Mr. Phelps. Dans le film Seul au monde, Castaway en anglais, réalisé par Robert Zemeckis et sorti en salle en 2000, le personnage interprété par Tom Hanks se retrouve à la croisée des chemins, matérialisé à l'écran par un carrefour perdu au milieu de nulle part. Votre mission, si vous l'acceptez, est de retrouver ce carrefour perdu au milieu de nulle part, l'endroit exact où la scène a été tournée, afin de vous voir vous-même à cette croisée des chemins et de décider de la route que vous pourriez maintenant prendre. Comme toujours, si vous ou votre chien stupide êtes fait prisonnier ou tué, Hollywood n'ira avoir eu connaissance de vos agissements. Cet enregistrement s'autodétruira dans les 5 secondes. Bonne chance, Jim. Waf. Pour ceux qui n'ont pas vu le film Castaway, Seul au monde en français, Tom Hanks incarne à l'écran un cadre de chez FedEx qui, à la suite d'un accident d'avion, se retrouve à jouer les Robinson Crusoe sur une île déserte perdue au milieu de l'océan Pacifique, avec pour seul compagnon un ballon sur lequel il a dessiné, avec son propre sang, 2 yeux et une bouche. 4 années durant, il fait l'épreuve de la solitude et du désespoir et de la survie et, dans son cas, ce furent 4 années. Ce ne furent pas 10 années. Il y en a qui n'ont pas à se plaindre. Surtout que 1h47 plus tard, Tom finit par rentrer chez lui, la marée lui ayant miraculeusement apporté une voile, grâce à laquelle il parvient à quitter son île sur un radeau de fortune et bla bla bla. Mais de retour à la civilisation, il découvre que sa femme, Kelly, s'est remariée. Comme tout le monde, elle le croyait mort. Elle a même été à son enterrement pendant son absence, et blablabla. S'ensuit un long monologue sur l'idée de continuer à respirer, malgré tout. Juste cela, respirer, même si ce n'est plus l'air de Kelly. Parce qu'on ne sait jamais ce que la marée peut un jour vous apporter. Et, par exemple, des nacres. Par exemple, un film intitulé Seul au monde. Reste à Tom Hanks une dernière chose à faire avant le générique de fin. Pas une chose, non, une mission. Et, dans le cas de Tom, cela donne « Bonjour, Mr. Hanks. Lors de vos 4 années passées sur une île déserte, vous avez conservé un colis FedEx sans l'ouvrir. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, est de livrer ce colis à sa destinataire, quand bien même ce sera avec 4 années de retard. Mais FedEx fait le maximum pour ses clients, et tel est le message publicitaire que doit faire passer le film. Comme toujours, si vous ou votre chien stupide êtes fait prisonnier ou tué, FedEx n'ira avoir eu connaissance de vos agissements. Bonne chance, Tom. C'est ainsi que Tom prend sa voiture et s'en va livrer son colis dans un coin paumé du Texas, dans une petite ferme située au milieu d'herbages brûlés par le soleil, et accessible seulement après avoir suivi une longue route de terre et de sable qui traverse en ligne droite le temps et l'espace. Las, la maison est vide, et, après avoir déposé le colis sur le pas de la porte, Tom s'en retourne par où il est venu, et ainsi se retrouve-t-il à la toute fin du film à la croisée des chemins. Soit un magnifique carrefour perdu au milieu de nulle part. À perte de vue, sous un ciel très haut et très bleu, le paysage n'offre qu'une plaine rase et pelée. Pas une habitation à l'horizon. Nulle âme qui vive. L'endroit est d'une désolation parfaite.
La métaphore fonctionne à plein. Même sur l'écran de ma télévision où, la veille au soir, j'avais regardé ce film que je ne connaissais pas et dont le titre, Seul au monde, m'avait évidemment interpellé. Où aller maintenant? Dans quelle direction diriger ses pas? Que faire de sa vie? On était en 2007 ou 2008 et, en regardant Tom Hanks se gratter la tête et se demander quoi faire, où aller, comment donner du sens à sa vie lorsqu'elle n'en a plus aucun, comment rebondir, comme on dit aujourd'hui, comme si l'homme était une petite balle en mousse, je m'étais dit que d'ici 6 ou 7 ans, lorsque j'aurai purgé ma peine, je n'aurai pareillement nulle part où aller en particulier, et pourquoi ne pas me rendre sur place et me planter au milieu du même carrefour et voir si quelque chose se produisait? Si un déclic, n'importe quoi, ce serait un début. J'imaginais très bien la possibilité de reprendre le cours de mon existence à l'endroit précis où le film s'interrompait, sans donner de réponse, laissant le spectateur se débrouiller tout seul et décider selon lui. Continuer tout droit, aller à gauche, prendre à droite, revenir d'où l'on vient. Peut-être la marée m'apporterait-elle la solution. Peut-être surgirait-il dans le film une jolie fille, très jolie, tout à fait mon goût, conduisant un vieux pick-up rouge, immatriculé 807 5 RN, encore raté, toujours pas la plaque d'Ali, voir page 278 du livre 1. Et, me voyant perdu en pleine pampa, planté au milieu du carrefour et ne sachant où aller, peut-être s'arrêterait-elle pour m'indiquer la voie à suivre, m'orienter dans l'existence, m'ouvrir de nouveaux horizons. Et où se trouvait ce fichu carrefour? Qui l'avait trouvé? Quel assistant l'avait repéré? Au terme de quelles recherches, déambulations et repérages? Comment trouve-t-on, sur Terre, l'endroit idéal, le lieu parfait, le décor imparable où il va se produire quelque chose, où la métaphore advient et devient unique? Dans le film, la jolie fille, dont on comprend après coup qu'elle est la destinataire du colis que Tom n'ouvrit pas pendant ses 4 années de prison sur une île déserte, et peut-être contient-il le mouton du petit prince, ou autre chose que la morale réprouve, indique à Tom que s'il continue tout droit, c'est la route 83 Sud. S'il prend à gauche, il rejoindra la I-40 Est, tandis qu'à droite, vers l'ouest, la route mène vers Amarillo, Flagstaff, la Californie. Maintenant, s'il décide d'aller au nord, s'il va dans sa direction à elle, il doit savoir qu'il n'y a rien dans cette direction. C'est le néant total jusqu'au Canada. C'est le trou du cul du monde, dit la jolie fille, en souriant de toutes ses jolies dents. Et c'est qui cette fille? Pourquoi vit-elle dans cette campagne isolée de tout? Que lui est-il arrivé? Elle vit seule? C'est quoi son nom déjà? Après 1001 recherches, fort de ces indications et priant le ciel pour qu'elle ne soit pas une nouvelle supercherie dont le cinéma a le secret, oui, après des heures passées à étudier les cartes des États-Unis et à m'esquinter les yeux des nuits durant sur Google Earth, à remonter la piste de la I-40 depuis la ville d'Amarillo et de Flagstaff jusqu'à repérer l'endroit où elle croise la 83 Sud, je trouvai enfin le carrefour. Ouaf! Bien joué, Milou. Bon chien. Mission super accomplie. Le cinéma disait vrai pour une fois. Miracle. Je venais de retrouver foi dans les images. Voici que je savais où se trouvait cette splendide croisée des chemins, au degré près. Pas d'erreur possible. C'était bien ce carrefour, avec les 2 poteaux se dressant dans le coin nord, l'arbre isolé tout au fond, le panneau représentant l'État du Texas, la désolation à perte de vue. Aucun doute, c'était là, c'était lui, au milieu de nulle part, dans le comté de Hemphill, Texas, USA.
par 35 degrés 38,02 de latitude nord et 100 degrés 27,04 de longitude ouest. Et ces coordonnées, cette latitude et cette longitude, je les notais soigneusement, comme le sésame de je ne savais quoi, les coordonnées d'un trésor qui, lorsque j'aurais fait mes 10 ans, m'attendrait. La géolocalisation de l'absence de M, la preuve qu'elle avait existé. J'avais retrouvé le carrefour où ma vie avait pris une mauvaise direction. J'avais rabattu la fiction sur le plan de la réalité. Et sans doute n'étais-je pas plus avancé, mais je venais de passer des nuits entières à grignoter un peu du temps qu'il me restait à faire. Et quelle indicible sensation de sucer un caillou qui, soulageant de toute angoisse, se met à avoir le goût du miel. Si on me le demandait, je savais maintenant où j'étais. J'avais dépassé la malédiction du sixth and third left. C'était un pas de plus vers la libération. Entre ma fille et mon boulot, remplir cette mission me prit presque 1 mois de nuits pleines. Il faut bien s'occuper en prison. Toujours pas de nouvelles de Don? À terre, on commence sérieusement à s'inquiéter. Les jours et les semaines défilent. Comme mes phrases? Ok. Bonjour, monsieur Phelps. Au tout début du livre de Georges Perec, intitulé Un homme qui dort, publié en 1967, le personnage principal est assis torse nu, vêtu seulement d'un pantalon de pyjama, dans sa chambre de bonne, sur l'étroite banquette qui lui sert de lit, un livre, 18 leçons sur la société industrielle, de Raymond Aron, posé sur ses genoux, ouvert à la page 112. Aussitôt après, une espèce de lassitude s'empare de lui, une fatigue, un malaise insidieux, engourdissant, à peine douloureux et pourtant insupportable, qui va aller grandissant. La sensation d'être un sac de plâtre parmi des sacs de plâtre. À partir de là, le héros de cette histoire se détache insensiblement de tout. Il n'a plus envie de poursuivre ni de se défendre. Il a suffi, presque suffi, un jour de mai où il faisait trop chaud, de l'inopportune conjonction d'une lecture abandonnée, d'un bol de Nescafé au goût soudain amer et d'une bassine de matière plastique rose où flottaient 6 paires de chaussettes sales pour que quelque chose se tasse, s'altère, se défasse et, au bout du compte, que le narrateur coupe les ponts avec le monde extérieur. Les coupe tous, un à un, faisant l'expérience à son niveau individuel des choses de la solitude la plus absolue et s'y enfonçant tout seul comme dans la nuit, comme dans un rêve éveillé, un cauchemar vide. Sans fin, sans but, voici qu'il se met à errer au hasard des rues, le jour, la nuit, inlassablement, sans plus aucun contact avec quiconque, famille ou ami. Nul désir de rien, pas même d'amour ou de sexe. Plus aucun but dans l'existence, sinon celui de se tenir dans une indifférence parfaite, une inexistence irréductible, une insignifiance significative, jusqu'à ce que plus rien ni personne n'ait prise sur lui, ni bonheur ni malheur, ni être ni chose, ni présence, rien. Devenu pure absence, il s'efface du monde. Comme si, derrière tout ce qui constitue l'ordinaire de nos existences, opinions, histoires, objets, vêtements, séries télé, repas de famille, soirées entre amis, petites joies, grands regrets, rêves infiniment caressés, maladies, pulsions,
Il n'y avait que le néant, que le vide, presque une extase, comme s'il n'y avait que le temps qui passe et l'épaisseur informe, indicible, monstrueuse de ce passage inéluctable du temps. Et pourquoi la page 112 de 18 leçons sur la société industrielle? Pourquoi cette page et pas une autre? Pourquoi le préciser? Qu'est-il écrit à cette page 112? Quel secret contient-elle pour qu'un jeune homme jusqu'ici parfaitement adapté à son environnement connaisse un effondrement intérieur aussi soudain, radical et définitif? Votre mission, Mr. Phelps, si vous l'acceptez, est de retrouver cette page 112 et de nous la communiquer de toute urgence, dans le plus grand secret. D'observer aussi si, après l'avoir lu, il se produit en vous quoi? Une chute dans le temps? L'impression d'en devenir le maître anonyme? La volonté de réduire votre existence à rien qui ne soit pure attente, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à attendre et que vienne la nuit, sonnent les heures, s'en aillent les jours, s'estompent les souvenirs? Cette page 112 recèle, à l'évidence, un secret. Une clé perdue dans le noir et retrouvée ici, susceptible d'expliquer l'étrange folie qui s'empare du personnage du livre de Georges Perec. Pourquoi un tel renoncement? Certains pensent que cette page 112 est un leurre, d'autres qu'elle cache une formule hallucinogène ou hypnotique capable de plonger quiconque en prend connaissance dans une très grave crise d'identité conduisant à une très grave crise de démence paranoïaque, qu'il importe de ne pas voir se propager dans le pays, surtout parmi la jeunesse. S'il s'agit d'une arme, nous ne pouvons pas davantage la laisser tomber entre de mauvaises mains. Vous comprenez l'enjeu de cette mission. Comme toujours, si vous ou votre chien stupide êtes fait prisonnier ou tué, les ayants droit de Georges Perec comme ceux de Raymond Aron n'iront avoir eu connaissance de vos agissements. Ce document s'autodétruira dans les 5 secondes. Bonne chance, Jim. Ouaf! A priori, la mission ne posait pas de gros problèmes. Chouette. Avant que je me pose la question de savoir dans quelle édition Georges Perec avait lu 18 leçons sur la société industrielle de Raymond Aron. Car il en existait de nombreuses éditions et rééditions. Sachant qu'Un homme qui dort avait paru en 1967, je devais éliminer toutes les éditions postérieures à cette date. Voilà qui simplifiait la tâche. Ce tri effectué, restait l'édition originale, publiée par Gallimard en 1962 et, d'après mes recherches, directement en édition de poche, dans la collection Idées. Oui, mais le livre avait été réédité 4 ans plus tard dans la même collection en 1966, ce qui fait que Georges Perec avait également pu lire cette édition avant d'écrire son roman, tandis qu'il l'écrivait, comme moi-même ne me prive pas d'ajouts de dernière minute. Or, s'agissait-il en 1966 de la même édition que celle de 1962 ou d'une autre revue et corrigée par l'auteur, peut-être augmentée ou même expurgée après s'être aperçu que certains passages ne résistaient pas bien à l'examen, auquel cas la page 112 ne serait pas la bonne? Sans compter que le texte de Raymond Aron avait aussi paru en 1966 dans la collection Folio Essai, laissant supposer une mise en page et donc un foliotage différent. Aïe. Je commençais à mesurer la difficulté. Non seulement celle consistant à retrouver, 40 ans plus tard, des éditions originales peut-être épuisées aujourd'hui ou accessibles, mais à quel prix alors? Je n'avais pas l'intention de me ruiner pour une saleté de mission que je m'étais à moi-même imposée, comme il est fréquent que l'homme invente des chimères plus ou moins monstrueuses dont il devient ensuite la créature soumise, oubliant qu'il les a créées et qu'il ne leur doit rien, et qu'ils ne se doivent d'abord rien d'autre que ce qu'il se doit à lui-même.
Quand bien même je savais que certains consacrent toute leur existence à résoudre des problèmes autrement plus utiles et fondamentaux, mais je n'étais pas de cette trempe. Je savais que je cherchais dans la lumière des réverbères ce que j'avais perdu dans le noir. Je n'étais pas dupe. Je ne pouvais pas m'illusionner au point de croire que, trouvant quelque chose, j'aurais retrouvé M. Il s'agissait d'un jeu. Il s'agissait de gagner du temps ou de le perdre. Il s'agissait de dépression. C'est dit. Ce pourquoi je n'allais pas acheter une tripotée d'éditions de 18 leçons sur la société industrielle, au risque de multiplier par 3 ce qui était déjà 18 et me retrouver à la fin avec 54 leçons sur la société industrielle. Seule la page 112 m'intéressait, celle que lisait L'homme qui dort, et que j'imaginais être celle qu'avait lue Georges Perec comme une façon de faire passer un message au lecteur par l'entremise de la fiction. Et d'une édition à l'autre, existait-il des variantes, lesquelles pouvaient aussi tenir à une simple différence de mise en page ou de police de caractère? Ou bien la page 112 demeurait-elle chaque fois la même, auquel cas le problème serait résolu de lui-même? Mais si ce n'était pas le cas, je serais alors dans le caca. J'échouerais dans ma mission impossible. Je serais comme cet homme jeté au fond d'un puits et qui, péniblement, en s'agrippant aux pierres de tous ses ongles, entreprend d'escalader, centimètre par centimètre, la paroi et qui dégringole alors qu'il était au bord de sortir du trou. Tout a recommencé. M comme Sisyphe. J'en étais là. Je redoutais de ne jamais remplir ma mission impossible. Mon chien stupide tirait la gueule, gémissait la nuit, se grattait comme s'il avait la gale, ne mangeait presque plus. Lorsqu'en 2007, j'appris la sortie en DVD d'un film intitulé Un homme qui dort. Il s'agissait du même homme qui dort, exactement le même, interprété par Jacques Spicer. Je l'ignorais, mais Georges Perec s'était associé avec le réalisateur Bernard Quezanne pour adapter son roman à l'écran. C'était en 1974. À la fin du film, Franju était remercié. J'achetai aussitôt ce DVD. Quoique craignant le pire, le cinéma a le don de dénaturer à son profit les œuvres littéraires dont il s'inspire, et j'avais tort. Ce film était magnifique, hypnotique. Il mettait des images sur l'errance de Jacques Spicer dans Paris. Il filmait, en noir et blanc, la ville, ses rues, ses places, ses arbres, ses ombres et ses lumières, ses cafés, sa population, comme un désert vide de sens, un labyrinthe sans fin, que la caméra saisissait tel quel, sans le moindre commentaire, comme une tentative d'en épuiser l'hallucination, avec par moments des visions déchirantes surgies du néant, un lavabo en feu dans un chantier. Hors champ, tandis que défilaient les images, la voix de l'actrice Ludmila Michael lisait le roman de Georges Perec en intégralité, sans en sauter une ligne. D'abord d'une voix neutre et lente et douce, puis de façon plus intense, finalement de façon précipitée, à mesure que Jacques Spicer devenait de plus en plus fou dans la ville, ce qui ne m'était pas apparu aussi clairement lorsque j'avais lu le livre, non. Je l'avais lu en moi-même d'une voix égale, d'un trait, sans y mettre le moindre crescendo émotif, sans y voir le récit d'une crise, mais, au contraire, en trouvant l'état de Jacques Spicer parfaitement normal, tout à fait équilibré, en m'identifiant sans problème à son personnage, comme s'il m'indiquait la voie à suivre, ce qui en dit plus long sur moi que sur le livre. Quoi qu'il en soit, le film était parfaitement fidèle au texte, et à 2 minutes et 20 secondes du début, on voyait Jacques Spicer allongé sur son lit, lisant un livre qu'il tenait devant lui, soulignant quelques lignes avec un crayon. Quelles lignes!
avant de poser l'ouvrage sur son ventre, fermer les yeux, pris d'une fatigue indicible, la caméra zoomant alors sur son visage endormi, suggérant que tout ce qui allait suivre pourrait n'être finalement qu'un rêve, et le livre posé sur son ventre était 18 leçons sur la société industrielle. C'était le bon livre. Hurrah! On lisait son titre. On voyait nettement la couverture. Et c'était celle de l'édition de 1962. Bingo! Dans la collection Idées de chez Gallimard. Aucun doute. C'étaient les mêmes motifs, abstraits et circulaires. Hip hip hip. Ce film était co-signé Georges Perec, et je ne doutais pas une seconde qu'il s'agissait du livre dont il parlait dans son roman. Ce livre-là, cette édition-là. Mission impossible accomplie. Peu après, je me procurai, d'occasion, le fameux ouvrage, et, l'ouvrant fébrilement à la page 112, je lus chaque phrase. Je l'ai relue plusieurs fois, à la recherche du secret de l'homme qui dort, en soulignant certaines qui me semblaient susceptibles d'avoir été celles qu'avait précisément soulignées Jacques Spicer, et, en tous les cas, de plonger n'importe quel jeune homme dans une très grave dépression, et ouvrez les guillemets, il est intelligible que le niveau général des prix lui-même oscille sur le marché en fonction de l'excès ou de l'insuffisance de la demande globale par rapport à l'offre globale, et que, par conséquent, de temps en temps, il y ait ce que nous appelons des crises, régulières ou non régulières. En fait, il n'y a aucune société capitaliste qui soit totalement, idéalement capitaliste. Il n'est pas vrai que, dans un système capitaliste, tous les sujets économiques soient animés par le seul désir de profit. Pourquoi le régime capitaliste apparaît-il à un certain nombre d'hommes comme le mal en soi? Jusqu'à présent, je n'ai porté aucun jugement de valeur. Il y a, sur ce sujet, une part de mode intellectuelle. Il y a un siècle, l'anticapitalisme faisait scandale. Aujourd'hui, ce serait plutôt l'inverse. Personnellement, je ne suis ni l'un ni l'autre, mais je voudrais passer en revue les arguments principaux de l'acte d'accusation. Et c'était tout. La page 112 se finissait sur ces mots. Passer en revue l'acte d'accusation. Bon. Bien. Ok. Si Raymond Aron le disait, si c'était écrit, j'étais tout de même déçu. Il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, pas de quoi plonger dans le néant et le vide de son existence, pas de quoi signaler cette page au lecteur, la lui mettre littéralement sous le nez. Ou bien quoi? Quelque chose m'échappait-il? Qu'en pensait Médor? Il y comprenait quelque chose? Qu'importe. Nous avions rempli notre mission impossible, et c'était là l'essentiel. Nous savions ce que contenait cette page 112 de 18 leçons sur la société industrielle, et c'était un mystère d'élucider. Un de plus, un de moins. C'était rassurant. Tout ne restait donc pas sans réponse. Le reste n'était pas de notre ressort. On saurait quoi faire de cette information en haut lieu. Nous n'étions que les pions d'un grand jeu qui nous dépassait. Les voix commandaient, et mon chien stupide et moi leur obéissions. Cela n'allait pas plus loin. Cela allait aussi loin que ça. Au fait, la France, si ce n'est pas un pays, Bonjour, Mr. Phelps. Dans les années 60, le générique du feuilleton télévisé Les Envahisseurs montrait David Vincent au volant de sa voiture, cherchant dans la nuit un raccourci que jamais il ne trouva. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, sera de trouver ce raccourci que David Vincent jamais ne trouva et de convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Comme toujours, si vous ou votre chien stupide êtes fait prisonnier ou tué,
Les extraterrestres nieront avoir eu connaissance de vos agissements. Ce message s'autodétruira dans les 10 prochaines années. Bonne chance, Jim. Et no, sir. Pas cette mission, sir. Je refuse, sir. Fuck you, sir. Ras-le-bol. Merde à la fin. Nous passons déjà notre vie à faire des choses complètement stupides et absurdes et ça suffit maintenant. Stop. La coupe est pleine. Je n'en peux plus, sir. Sauf votre respect, je ne comprends pas pourquoi vous m'envoyez aux 4 coins du monde alors que c'est M que j'ai perdu. Vous ne pouvez pas me faire courir à droite et à gauche comme une girouette. Je démissionne, sir. Je quitte l'armée. Je ne finirai pas comme Baleine dans Full Metal Jacket. Je vais vous mordre, sir, si vous continuez. Grrr. Je vous le dis tout net, sir. Je ne suis pas un chien. Ça suffit, ces conneries. Ras le cul. Chiotte à la fin. Je me fiche aujourd'hui de savoir où, dans le film de Bresson, 1966, meurt l'âne Balthazar. Dans quel pré en pente douce il se couche au milieu d'un troupeau de moutons, penche doucement la tête, ferme les yeux, penche encore la tête, et soudain il est mort. Sans qu'on le voie mourir, parce qu'il est impossible de filmer l'instant de la mort. Rien n'affiche, sœur. De savoir si c'est dans le Jura, comme Bresson l'avait initialement prévu et comme le prétend encore la fiche technique du film, ou si c'est dans les Hautes-Alpes, juste au-dessus de la ville de Gap, sur les contreforts du col de Glaise, que meurt l'âne Balthazar, éreinté par les épreuves de la vie, cet autre nom de la méchanceté des hommes. Ras-le-bol, vous dis-je. Chiotte et chiotte. J'ai pigé le truc, sœur. Je ne suis pas votre cadichon. Je change de maître, sœur. Je rends mon tablier. Plus la peine de m'envoyer voir ailleurs si j'y suis. Je ne vais pas non plus réécrire toute Albertine disparue au présent de l'indicatif et voyage au bout de la nuit à l'imparfait. Et quoi encore? Je ne suis pas si bête. Et ne comptez pas sur moi pour savoir où se trouve le ranch de la famille Ewing afin d'y mettre le feu. C'est non. J'en ai ma claque, sœur. J'ai compris le message. J'ai capté la métaphore. Foutez-moi la paix maintenant. Assez. À la niche. Rien n'affiche si tout ce que je dis s'autodétruit dans les 5 secondes et si mon existence niera avoir eu connaissance de mes agissements. Et donne toujours rien. Ça craint. Bonjour, Mr. Phelps. Le 9 janvier 2003, la petite Estelle Mouzin, 9 ans, a disparu alors qu'elle rentrait au domicile de sa maman. Il était environ 19 heures. Cela se passait du côté de Guermantes, dans le département de la Seine-et-Marne. Depuis cette date, nul n'a plus revu la fillette. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de retrouver cette petite fille. Comme toujours, si vous ou votre chien stupide êtes fait prisonnier ou tué, M niera avoir eu connaissance de vos agissements. Cet enregistrement s'autodétruira dans les 5 secondes. Bonne chance, Jim. M comme Mouzin. Prénom Estelle. Yes, sir. À vos ordres, sir. Tout de suite, sir. Je ne plaisante pas. Je ne devrais pas le dire, mais l'idée me submergea un jour de retrouver cette fillette qui avait disparu sans laisser de traces. Je venais de voir au journal de 20 heures un reportage sur la marche blanche qui, dans les rues de Guermantes, avait tristement célébré l'anniversaire de la disparition de la fillette, et je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Impossible. Pas après la disparition de M. C'était trop d'angoisse soudain. Il fallait que je fasse quelque chose. Je me disais en moi-même, et si tu la retrouvais? Si c'était toi qui retrouvais Estelle Mouzin et qui la ramenais à ses parents, et imagine leur bonheur à ce moment-là. Nos larmes à tous à ce moment-là. Ô joie! Ô Seigneur! L'enfant serait saine et sauve. Comprends-tu ce que cela signifiait? L'enfant serait saine et sauve, et pourquoi non?
Pourquoi l'histoire ne se terminerait-elle pas de façon heureuse pour une fois? Pourquoi ce qui disparaît le serait-il à jamais? Pourquoi M serait-elle une fatalité? Des jours et des semaines durant, j'ouvris l'œil et le bon. Je dévisageais toutes les gamines que je croisais dans la rue, dans le métro, dans l'autobus, partout. J'étais en permanence sur le qui-vive. J'avais une mission à accomplir et je m'y employais de toutes mes forces, sincèrement, désespérément, dans la mesure de mes moyens. J'aurais tellement voulu reconnaître la petite Estelle, là, soudain, tout à coup, comme le jour où je crus l'apercevoir dans un monoprix. Il me semblait bien que c'était elle. Elle ressemblait en tout cas drôlement à la photo que les parents avaient largement diffusée, et dont je possédais, évidemment, une photocopie sur moi. Elle lui ressemblait drôlement, dis-je, parce que la ressemblance n'était pas immédiate. Il fallait y regarder à deux fois pour se rendre compte de la similitude. Il faut dire qu'elle avait changé de coiffure, et la couleur de ses cheveux était également différente, presque blonde. Oui, mais plus d'un an s'était écoulé depuis que la photo avait été prise. Estelle avait maintenant 10 ans passés. 10 ans. Et elle ne devait plus tout à fait ressembler à elle-même depuis le temps. Au contraire, elle devait à présent ressembler le moins possible à sa photo, et sa nouvelle coupe de cheveux, comme leur nouvelle coloration, indiquait qu'on avait peut-être cherché à modifier son apparence pour la rendre plus méconnaissable possible. En sorte, me disais-je, moins Estelle ressemblera à sa photo, plus il y aura de chances que ce soit elle. Plus elle ressemblera à une autre et moins je risquerai de me tromper. Et pour tout dire, me disais-je en hochant la tête, ébloui par la rigueur de mon raisonnement, le meilleur moyen de reconnaître Estelle est de ne justement pas la reconnaître au premier coup d'œil. Ce pourquoi je ne doutais pas que ce fût elle, là, à quelques mètres de moi, dans les travées du monoprix. Bon Dieu, j'en étais sûr. J'en avais des frissons. Ne pas l'avoir reconnue immédiatement était bon signe. C'était un putain d'indice, quasiment une preuve. Surtout que, pour le reste, tout collait à peu près. Même physionomie, même forme de visage, même carrure a priori. L'âge correspondait aussi. Le regard, surtout, était saisissant. C'était le regard d'une petite fille éperdue. Je pouvais me tromper, bien sûr, ce ne serait pas la première fois, l'erreur est humaine, comme on dit. Mais si ce n'était pas le cas, si je ne me trompais pas, s'il s'agissait bien de la petite Estelle Mouzin qui, dans ce monoprix de la rue Le Courbe, donnait la main à un type dont l'attitude, l'apparence, la tronche, les vêtements même ne me revenaient pas du tout. Ce type dégageait des ondes malsaines. Il indisposait rien qu'à le regarder. Il était louche. Même ses gestes étaient suspects. En particulier, il avait une façon brutale de serrer la main de la gamine dans la sienne et de l'entraîner à sa suite sans ménagement, comme un sac, comme un chien, comme une chose. Était-il le ravisseur, le tortionnaire? Bonté divine! Je ne pouvais pas prendre le risque de le laisser filer. C'était trop grave. Trop de gens laissent faire et s'en lavent les mains en permanence, et pas moi. Trop d'enfants voient les adultes renoncer et démissionner, par lâcheté ou par égoïsme, et pas moi. Je n'allais pas laisser tomber Estelle. Hors de question. Elle pouvait compter sur moi. Dans le monoprix, je me sentais dans un état de nervosité extrême, le cœur battant à tout rompre, au bord de hurler. Je ne quittais pas des yeux la gamine. Je me mis à la suivre discrètement à travers le monoprix, remplissant mon panier d'articles pris au hasard dans les rayons pour me donner contenance et ne pas me faire remarquer. Je l'observais en douce, avec attention, tout en cherchant à m'approcher d'elle, sans que l'enfoiré qui la tenait fermement par la main se rende compte de ma manœuvre. Je voulais capter son attention. J'espérais croiser son regard, et implorerait-il mon aide? Lirais-je dans ses yeux
une détresse sourde et contenue, une muette supplique, un appel au secours terrible, informulé, accusateur. Si c'était le cas, je n'hésiterais pas une seconde. J'interviendrais manu militari. Je foncerais dans le tas en criant banzai et je la sortirais de là. Je serais son sauveur. Je n'attendrai pas que Zorro rapplique. Don Diego de la Vega se chargerait pour une fois lui-même de rétablir la justice, et il ramènerait la petite en larmes à Guermantes pour la rendre à ses parents. Et une aube nouvelle se lèverait sur le monde. Pour une fois, les forces du bien gagneraient la bataille, et ce serait grâce à moi. Ma vie sur terre n'aurait pas été complètement inutile. Elle n'aurait pas été seulement vaine et sordide et ratée de A jusqu'à M. De mon malheur, j'aurais fait un bonheur pour autrui. Et vous avez un problème, monsieur? Dans mon dos, la voix me fit sursauter. Une voix polie mais ferme, chargée d'une vague menace. Je me retournai. C'était le vigile du Monoprix. Super baraqué, super black, super poli. Et, sous la politesse de pure forme, super hostile. Ses yeux me transperçaient du regard et je me sentis aussitôt rougir. Malgré moi, je me mis à rougir jusqu'aux oreilles. Quoi? Balbutiai-je. Que. Hein? Je vous pose la question, monsieur. Je vous observe depuis tout à l'heure. Vous avez un problème avec les petites filles? Je ne vais pas raconter la suite de ma mission. Oh non, elle finit trop mal. Elle tourna à la pure catastrophe. Ce fut un véritable fiasco. Ce fut horrible. L'un des pires moments de mon existence, qui en compte pourtant une flopée. Non, je ne vais pas raconter comment je suffoquais de honte et de rage devant l'accusation absurde de cet abruti de vigile. Je ne vais pas raconter que j'entrevis immédiatement dans quel sale pétrin je venais de me mettre. Oui, je pigeais tout de suite l'histoire que cet abruti de vigile se racontait à partir de ce qu'il avait vu. Moi rôdant autour de la gamine, moi la suivant à pas de loup dans les travées du magasin, moi prenant garde à ne pas me faire remarquer, etc. Et qui, certes, pouvait prêter à malentendu et s'interpréter dans le pire sens quand on s'arrêtait aux apparences. Et, à la place de cet abruti de vigile, de son point de vue complètement abruti, j'aurais peut-être eu moi aussi un doute, oui, j'aurais peut-être envisagé le pire et chiotte, chiotte, chiotte. Pourquoi fallait-il que je me mette à la place de ce taré de vigile au lieu de rester fermement à la mienne? Au lieu de me défendre, de lui expliquer que j'avais cru voir la petite Estelle Mouzin et qu'il fallait immédiatement vérifier. Elle était en ce moment dans le même magasin. C'était peut-être la petite fille de la France que la France entière recherchait. Mais non. D'imaginer ce que cet abruti imaginait, de réaliser sur quoi il fondait ses soupçons, je me sentis aussitôt coupable. Je me sentis démuni, désarmé, complètement prisonnier de sa suspicion à mon endroit. Et quelle poisse! Oh la merde! Non, je ne vais pas raconter non plus comment les gens qui faisaient la queue à la caisse se mirent à me regarder d'un œil torve et mauvais parce que cet abruti de vigile parlait de plus en plus fort et, à mesure que je me liquéfiais devant lui, portait des accusations de plus en plus graves sur mon compte et les portait de façon particulièrement explicite, d'une voix de plus en plus tonitruante, comme s'il lui fallait des témoins, des complices, et qu'il était là tout de suite dans ce putain de Monoprix, le bras armé de la justice populaire s'apprêtant à débarrasser la terre d'une pourriture dans mon genre. Et non, 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 je ne vais certainement pas raconter comment, par-dessus l'épaule de ce taré de vigile, j'aperçus mon Estelle qui, au fond du magasin, traversait soudain mon champ de vision pour se précipiter dans les bras d'une femme qui, les bras chargés de fruits et légumes, venait à la rencontre du sale type que j'avais pris pour le ravisseur et qui, de toute évidence, n'en était pas un. De toute évidence, il s'agissait de son père, ou, après réflexion, de son beau-père, et quoi qu'il en fût, il s'agissait de la mère de la petite qui venait d'apparaître, les bras chargés de fruits et légumes, et ce n'était pas Estelle Mouzin, pas du tout, hélas, pardon, désolé, mille excuses, des millions d'excuses.
à la famille d'Estelle Mouzin aussi. Je me revois fermer les yeux. Pendant quelques secondes, je n'en eus plus rien à fiche de rien. Je regardais le vigile et je lui souriais niaisement. Il pouvait faire de moi ce qu'il voulait. Il pouvait me pendre haut et court à l'enseigne du Monoprix si ça lui chantait. Non, pas pendre. Pardon, Julien. Désolé, Julien. Et merde. Il y a des moments où on a tout faux, où j'ai tout faux, où quoi que je fasse, je dégringole toujours plus bas, je m'enfonce toujours plus dans la fange la mienne. Je sombre, je sombre, je sombre, je sombre. Et Don alors? Où est-il, bon sang? Il a sombré lui aussi? Il s'est noyé? Tout est fichu? Il y eut d'autres effets à la disparition de M. Car le malheur, appelons ça le malheur, n'est pas qu'un mot. Ce n'est pas un simple état d'âme, ni un attribut momentané de notre personnalité, non. C'est un processus de transformation de l'être, de transformation durable de l'être, sans possibilité de revenir en arrière, irréversible. C'est même lorsqu'il a terminé son œuvre de transformation que notre être C'est même lorsqu'il a terminé son œuvre de transformation de notre être que le malheur s'en va un beau matin, une fois la bête repue, et qu'elle est devenue qui nous sommes, tandis que nous devenons qui elle est. Fin du processus de transformation. Nos sentiments nous dévorent de l'intérieur. Bons ou mauvais, ils nous dominent. Ils nous confèrent nos pensées après que nous les avons intellectualisées. Ils nous donnent notre langage. Ils ouvrent ou ferment nos yeux. Nous ne sommes plus nous-mêmes. Ceux qui n'ont connu aucune transformation de leur être, c'est qu'ils sont le jouet d'une seule émotion qui perdure. Ils n'en vivent aucune autre. Lorsque nous sommes dans le malheur, nous savons que nous ne coïncidons plus avec la personne que nous étions avant d'être malheureux. Se fiant à nos apparences, notre entourage continue de nous appeler par notre nom. Ils pensent que le malheur est un attribut momentané de notre personnalité et que tout redeviendra un jour comme avant. Mais ils se trompent. Et cela vaut pour le bonheur. Lui aussi nous transforme durablement, de façon irréversible. J'ignore comment le bonheur m'aurait transformé. Je ne le saurai jamais. Je ne connaîtrai pas ce genre de métamorphose, mais je sais quels effets eut sur moi mon histoire de M. Et sur Julien donc. Car je n'oublie pas Julien. Pas du tout. Ce pourquoi je ne vais pas raconter tous les effets que produisit sur moi mon histoire de M. Toutes mes missions impossibles à 2 balles. Je ne vais pas tout revivre, fût-ce par écrit. Ah non. Une fois suffit. 10 ans suffirent. Merci bien. 10 années réglées comme du papier à musique. Découpées en tranches avec une paire de ciseaux, en rondelles, en petites parcelles de temps parfaitement autonomes, étanches, disjointes, éparpillées et rétrécies. 1000 petites vies minuscules pour le prix d'une. La vie au travail, par exemple. Vie mieux que rien désormais. À tout prendre, entre 7 et 9 heures par jour, qui m'oblige à me lever le matin comme si c'était mon double qui se levait et préparait le thé en écoutant la radio. Lui que je vois donner une caresse au chat et lui donner à manger. Lui qui me pousse à me laver et à m'habiller, à prendre mon médicament pour les bronches, à boire mon thé en vitesse parce que je suis en retard. Lui qui ramasse les clés sur la commode et dévale les escaliers avec le sac d'ordures à déposer dans le local à poubelle. Regarde s'il y a du courrier dans la boîte aux lettres déjà encombrée par les prospectus. Remonte à grandes enjambées la rue qui mène au métro et s'engouffre dans la bouche de métro, se fond dans le flux, disparaît. Chaque matin de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, sauf le week-end. Vie de bureau bien chronophage, qui m'occupe l'esprit, occupe mes mains,
me force à voir des gens, à communiquer avec eux, à régler des problèmes qui ne sont pas les miens et cela m'arrange bien, me force à manger à la cantine, à rester à flot, à me rendre utile, à enrichir des types qui demeurent invisibles, à salarier mon malaise, à sourire. Vie tout entière de Don Diego de la Vega, sans Oro venant la justifier. Vie professionnelle où je fais maintenant des étincelles tellement je m'y accroche, comme à une bouée, m'investis, excelle soudain, comme si l'entreprise et, à travers elle, la société capitalisait sur mes malheurs pour augmenter sa productivité. De ma défaite faisait son profit. Autre vie, celle avec ma fille, elle-même divisée en deux vies. La semaine A, où j'en ai la garde. Non, pas la garde. Quelle idée. Quel mot affreux. Quel aveu. Non. Vie avec ma fille. Simplement avec elle. Une semaine sur deux, la semaine A. Lorsqu'elle n'est pas chez sa mère, et c'est la vie où je m'occupe d'elle. Prends soin d'elle du mieux que je le peux, l'écoute et lui parle. Tente de lui apprendre des trucs, la regarde grandir, l'empêche de faire des bêtises, lui fait des bisous, joue aux raquettes avec elle sur la plage de la mairie, l'aide à faire ses devoirs et à apprendre ses leçons. Mais voyant que je m'énerve, elle préfère ne plus. Lui prépare à manger chaque soir, tous les deux assis par terre devant la télévision, et le week-end, c'est McDo. Cet endroit où on vous balance le ticket de caisse dans la bouffe comme s'il était lui aussi à bouffer. Avant de l'emmener faire du poney au jardin du Luxembourg, de l'emmener au jardin des plantes, assister au repas des fauves, puis les insectes et les serpents dans le pavillon transformé en vivarium. Je l'emmène aussi au jardin d'acclimatation, où je lui offre un tour de manège, 2 tours de manège, 10 tours de manège. Toujours le même manège, le dragon, qui file à toute allure, va le plus vite du monde. Elle adore quand ça va vite. Elle lève les bras dans les virages, elle pousse des cris dans la descente, elle s'installe toujours dans la première voiture et, en attendant que le dragon s'ébranle, elle regarde les autres enfants. Elle les regarde gravement, avec une étrange curiosité, comme s'ils étaient une espèce incongrue, et que voit-elle? Que pense-t-elle? Je lui fais un grand signe enthousiaste chaque fois qu'elle passe en coup de vent devant moi. Je lui fais 2 grands signes enthousiastes, lui fais 10 grands signes. Je me les gèle, je tape des pieds pour me réchauffer. Elle veut faire encore un tour? D'accord, un dernier. Je lui fais de grands signes enthousiastes lorsqu'elle passe devant moi en agitant ses mains au-dessus de la tête pour me montrer qu'elle peut le faire sans les mains. J'applaudis à son exploit. Je cherche en fait à me réchauffer. Je suis frigorifié. Puis nous allons prendre le goûter sur un banc. Puis nous allons caresser les lapins si gros qu'ils débordent de leurs clapiers. Puis nous allons donner des touffes d'herbe à brouter aux biquettes qui se pressent contre les grillages d'un petit enclos. Je lui demande si elle n'a pas froid. J'ai les pieds gelés. Je ne sens plus mon visage. Puis nous nous arrêtons à l'atelier Spinart, où elle fait une belle peinture centrifugée que nous ramenons précieusement à la maison. En partant, nous terminons comme nous avons commencé, en nous arrêtant devant les grands miroirs déformants, et nous rigolons de nous voir énormes ou filiformes, géants ou nabots. J'éternue. Je crois que j'ai pris froid. Elle s'endort dans mes bras dans le métro. Ainsi ma vie de semaine A. Vie bien remplie, précieuse, salvatrice, équilibrée, dévouée enfin à quelqu'un, une semaine sur 2, après la vie de bureau, en attendant que la gamine soit couchée, et alors une autre petite vie commence. Vie chafouine cette fois, recluse et angoissée, insomniaque et entièrement consacrée à meubler l'insomnie, comme je le peux, de façon plus ou moins sordide, je n'en suis pas fier. C'est joli la mélancolie, mais chacun trouve les paquebots qu'il peut. En attendant que la fillette aille chez sa mère et s'ouvre alors la semaine B
et la vie à la petite semaine qui va avec, la vie petit b, vie en vrac, vie de célibataire, noctambule, vie de patachon, alcoolisé, à volo, vie seule ou accompagnée une heure, un soir, une nuit, en me marrant bien, autant que faire se peut, avec ses hauts et ses bas, vie à tenter d'oublier M, à ébranler le temps, 10 ans à tenir, une semaine sur deux, la semaine B, après la vie de bureau, après la semaine A, quand la gamine est chez sa mère. Sans oublier la vie qui, dans les interstices de toutes ces vies mutilées, raboutées, rapiécées, vidées de leur substance, et la vie qui les résume toutes sans être elle-même une vie, n'est pas une vie, non, pas une vie, mais une solitude, une immobilité à rester les yeux ouverts dans le noir, à fixer le noir sans le lâcher des yeux, que je sois au boulot ou consigné semaine A ou B. Solitude tout entière consacrée à me demander quoi faire de l'absence de M, de la perte de M, de mon immense frustration, alors que j'aurais mieux fait de me demander ce que cette frustration allait immensément faire de moi. Mais voici. Hurrah! Immense soulagement. Hurrah! Le 8 avril 1969. Voici que Don refait surface. Il n'était pas mort. Pas du tout. Il était bien vivant. Hurrah! Il est même toujours en course. On le croyait disparu? On se trompait. Après une éternité de silence, un opérateur radio de la station de Portishead relaie un message que Don a réussi à transmettre. Le câble dit Heading Dagger Ramirez. What's new, ocean bashing wise? On n'est pas sûr de comprendre. Dagger Ramirez? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? L'opérateur a dû mal noter. Un problème dans les transmissions a dû fausser le sens. N'empêche, pour Hallworth, cela ne fait aucun doute. Dagger Ramirez signifie Diego Ramirez, une petite île située au sud-ouest du Cap Horn. Cela signifie que Don se trouve au Cap Horn. Il est en train de passer le Cap Horn. Il a passé les 2 autres caps. Il n'est pas seulement vivant, il pourrait gagner. Hurrah! Don, l'homme de retour sur les ondes, de retour dans la course, l'homme qui a réparé sa radio et qui revient du diable Vauvert. À terre, c'est l'euphorie, c'est la liesse soutenue par les articles enflammés d'Allworth. Car si Knox Johnson, sauf vague scélérate de dernière minute, est assuré de devenir le premier navigateur à boucler le tour du monde sans escale, Don concourt encore pour être celui qui réalisera l'exploit dans un temps record. Claire est si heureuse, tellement soulagée, de savoir Don vivant. La BBC, le film promenant le chien avec les... La BBC, la film promenant le chien avec les enfants aux abords de la maison. Elle dit « Je pensais que lorsque je recevrais cette nouvelle, je deviendrais complètement folle, que j'irais acheter des caisses de champagne, ferais toutes sortes de choses extravagantes. Mais pour le moment, je veux juste garder la nouvelle pour moi, l'absorber en quelque sorte, avant que de complètement perdre la tête. » 2 jours avant son retour fracassant, le 8 avril 1969, au 159e jour de sa course en solitaire, Don a branché le magnétophone que lui a confié le journaliste de la BBC et il s'enregistre. Il est ivre, complètement bourré. Sa voix est rauque, pâteuse, pleine d'ivrognerie, à la fois mauvaise et chantante et hilare. C'est la corneille en lui qui criaille, babille, corbine. Il dit « Je suis ivre, tu es rond. Toi, stupide vieux rond, tu es aussi ivre qu'un circumnavigateur peut l'être. Ah, ah, ah. Hey, je vais vous dire quelque chose.
Je pense que le directeur général de la BBC charge probablement de plomb son 12 coups, pour ainsi dire. Oh, pourquoi devrais-je m'inquiéter? Hi hi, il a donné à ce fou de Don un magnétophone, ouais, et 74 000 de bandes. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit livrer un chargement de charabia afin de remplir l'espace, camarade. Vous voyez? Je crois que je vais prendre une autre petite gorgée de cette bouteille-là. Ah, oh shit. Ah. Don s'est manifestement vautré de tout son long. L'enregistrement s'interrompt. Livrer un chargement de charabia afin de remplir l'espace. Comprends-tu?